À Lunel, dans l'Hérault, un cas rare d'erreur judiciaire, finalement reconnu par l'institution. 2 hommes auront passé plus de 10 ans en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Pendant des années, ils clameront leur innocence sans jamais être entendus. C'est une affaire d'une dimension exceptionnelle dans l'histoire judiciaire de notre pays. Une affaire où la justice est prête à se remettre en cause et à reconnaître ses fautes. On le sait, la justice a encore plus de mal que quiconque à reconnaître ses erreurs. Une affaire où la Cour de révision devrait demander un nouveau procès, le 9e procès en révision dans l'histoire de la justice française. Une décision qui a fait la une des journaux. Dans ce dossier, 2 hommes ont été condamnés, Abderrahim El Jabri et Abdelkader Azimani. El Jabri a passé 13 ans en prison, Azimani 11. On faisait les coupables parfaits, ils se sont acharnés, avec un grand acharnement, que de l'avant, quoi. Tout ce qui était à décharge, c'était écarté, tout ce qui était à charge, ben, on le mettait. Tous les deux ont été condamnés pour le meurtre d'Abdelaziz Djilal, un crime dans lequel tous les accusent. Pour le premier et le deuxième procès, on devait être une bonne cinquantaine à croire à leur culpabilité. Je parle des professionnels, je ne parle pas du public. Mais alors qu'ils viennent de passer plus de 10 ans derrière les barreaux, la justice a désormais un doute. Un doute si fort et si tenace que le 2 juillet dernier, El Jabri et Azimani ont obtenu cette décision rarissime de la Cour de révision. Vraiment, je me sens vidé. C'est une émotion tellement forte que je sais pas quoi vous dire. Je suis ému, je suis content et enfin on va vers un pas vers la vraie justice. Alors une question se pose. Comment les gendarmes, l'instruction, les jurés ont-ils pu tous se tromper? Dans cette affaire où 13 ans après les faits, la vérité aurait fini par éclater grâce à une série de rebondissements quasi miraculeux. Ce 20 avril 1998, au petit matin, les gendarmes de Lunel pénètrent au domicile d'Abdelkader Azimani et d'Abdelrahim El Jabri. Les enquêteurs les soupçonnent d'être les meurtriers d'un certain Azouz Djilal, un homme de 22 ans, tué de 108 coups de couteau. Et pour Azimani et El Jabri, les choses s'annoncent compliquées, car dans cette enquête, dès le départ, tous les accusent. 4 mois plus tôt, le 22 décembre 1997, un moniteur d'auto-école a découvert un corps au bord d'une route. Il est 8h40, il donne sa première leçon de la journée et la voiture s'engage sur une route de campagne à la sortie de Lunel dans l'Hérault. Soudain, dans son rétroviseur, le moniteur distingue un corps dans un fossé. La voiture s'arrête brusquement, c'est une vision d'horreur. L'homme est mort et visiblement les agresseurs se sont acharnés sur lui avec une rare violence. On a 108 coups de couteau qui sont portés à peu près sur toutes les régions du corps. De profil, de face, de dos, partout. Il y en a partout. Et il y en a surtout qui signent des actes de barbarie et de sadisme. 20 plaies dans le bas-ventre, tout aligné là, bien. Le corps a été traîné sur près de 100 mètres avant d'être abandonné dans le fossé. Un peu plus loin, sur un parking d'une cité, les gendarmes retrouvent la Renault 25 de la victime, tachée de sang. Rapidement, le corps est identifié. Il s'agit d'Abdelaziz Djilal, dit Azouz. À 22 ans, il vient de se marier. En apparence, c'est un jeune homme sans histoire, mais seulement en apparence. Ils vont découvrir très vite que ce garçon avait une double vie. Il avait une vie effectivement qui semblait rangée, mais c'était aussi un trafiquant de drogue, un trafiquant de hashish. Les beaux-frères de Djilal, qui s'appellent Kebdani, eux-mêmes ont eu quelques déboires avec la justice, vont exposer aux enquêteurs les activités illicites de leur beau-frère
et le fait qu'il se plaignait d'être menacé par des trafiquants. Les beaux-frères d'Azouz racontent aussi qu'il aurait arnaqué certains de ses fournisseurs et de ses clients. Il aurait aussi accumulé des dettes. Pour les enquêteurs, une hypothèse naît spontanément. Azouz en aurait payé le prix de sa vie. Ça ressemble beaucoup à une expédition punitive. On est venu faire le ménage dans la région. Des petits jeunes s'amusent à pas payer. Eh bien, voilà ce qui arrive. Ce crime-là, il s'inscrit dans une logique de faire un exemple spectaculaire. Faut payer. Faut payer, faut faire peur. Les enquêteurs s'orientent donc vers un règlement de compte lié au trafic de drogue. D'ailleurs, le soir du meurtre, aux alentours de 20h, Azouz a quitté un dîner en famille, car il avait un rendez-vous. Une transaction à honorer, avec 2 hommes, 2 fournisseurs. Qui sont-ils ? Très vite, l'entourage d'Azouz donne 2 noms aux gendarmes. Les enquêteurs vont être immédiatement orientés sur la piste de 2 individus qui, ce soir-là ou dans un temps proche de la commission des faits, recherchaient la victime, sans trop se cacher d'ailleurs, puisqu'ils vont être immédiatement identifiés comme étant El Jabri et Azimani. Azimani et El Jabri sont de vieilles connaissances d'Azouz. C'est même El Jabri qui aurait fait faire ses premiers pas à Azouz dans le milieu du trafic de drogue. Azimani a dû voir chez Gilal quelqu'un qui pourrait faire un bon petit vendeur local, avec un scénario qui est toujours connu. Hein. Je t'en donne tant, tu me paieras plus tard. Et Gilal, peut-être se sentant en sécurité, parce que Azimani le connaît, il se dit « il ne me fera jamais de mal », d'accumuler un certain nombre de dettes. D'ailleurs, Azimani et El Jabri reconnaissent que le soir du meurtre, ils avaient une affaire à régler avec Azouz. Le soir des faits, ils sont en contact avec ce jeune homme et ils viennent de lui livrer 5 kilos de résine de cannabis. Le soir du crime, Azimani et El Jabri étaient donc bien avec la victime. Ils ont livré à Azouz 5 kilos de cannabis sur un parking à quelques mètres du chemin des Étoffes, le lieu où, quelques minutes plus tard, Azouz va être assassiné. Ce soir-là, Azouz prend les 5 kilos et part rejoindre des clients. Il est censé revenir rapidement vers Azimani et El Jabri avec l'argent de la revente, 7 000 €. Mais Azimani raconte qu'Azouz ne revient pas. Il nous a dit j'ai rendez-vous avec eux, ils sont pas très loin, 5-10 minutes. Il nous a dit je les ai laissés en train de compter l'argent. Et bon, au bout de 5-10 minutes, il n'est pas venu, nous sommes allés téléphoner. Hein. Et puis nous sommes allés à sa recherche. Azimani et El Jabri empruntent la rue par laquelle Azouz est parti. Mais il n'y a personne. Alors, pour le retrouver, Azimani et El Jabri décident de faire le tour des adresses de la famille d'Azouz. Ce soir-là, on passe devant chez lui, à Lunel, et on part à Nîmes, le soir même. On va le chercher, on ne le trouve pas. Et plus personne ne le reverra. Azouz est mort juste après son rendez-vous avec Azimani et El Jabri. Pour les gendarmes, c'est nous qui le voyons en dernier. Donc c'est nous qui sommes les coupables. Et puis, pour les gendarmes, le mobile aussi semble évident. Faute d'avoir pu récupérer leur argent, Azimani et El Jabri avaient toutes les raisons de s'en prendre à Azouz. Pour les enquêteurs, ils deviennent les suspects numéro 1. La culpabilité d'Azimani et d'El Jabri, c'est l'hypothèse parfaite. C'est l'hypothèse facile parce qu'ils sont trafiquants, c'est l'hypothèse facile parce qu'ils sont maghrébins, c'est l'hypothèse facile parce qu'ils sont balancés par des concurrents sous forme de témoignages anonymes, c'est l'hypothèse qui s'avère être la plus exploitable parce qu'on a un témoin oculaire. Un témoin oculaire. Car en plus des éléments qui tous semblent accuser Azimani et El Jabri, un homme dit avoir tout vu. Un témoin clé pour les gendarmes. Ce témoin qui va devenir le pilier de cette affaire, c'est Errol Fargier. C'est un homme d'une quarantaine d'années, il vit seul et élève des chevaux, tout près de l'endroit où le corps a été retrouvé. Dès le premier jour de l'enquête, alors que les gendarmes sont sur place pour faire leur constatation, Errol Fargier se présente aux enquêteurs. J'ai vu les gendarmes piétiner devant et je me suis arrêté
Et j'ai dit, monsieur, j'ai tout vu. Là, je vous vois piétiner, mais j'ai tout vu. Hérol Fargier leur décrit alors la scène. J'ai vu ces gens sortir et puis l'entraîner, et puis porter, je sais pas, il s'est acharné sur lui, mais j'ai pas vu de coup de couteau, ni rien du tout, parce que c'était devait être un canif, je pense. Mais Hérol Fargier ne s'arrête pas là. Il va aussi donner des noms. D'abord, Fargier identifie un homme, sur lequel il est formel, c'est Abdelkader Azimani. En revanche, pour El Jabri, il n'est pas sûr. Et là, face à ses doutes, les gendarmes, selon Fargier, lui auraient donné un conseil surprenant. Parce que j'ai dit aux gendarmes, vous savez, j'ai cru le reconnaître, mais en fait, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et il m'a dit, ça fait rien. Il paiera pour toutes les saloperies qu'ils ont faites. Oh, j'ai dit, mais alors, comment je vais faire, moi, au tribunal? Il m'a dit, ben, vous direz qu'ils étaient là. Bon, ben, ils en savaient plus que moi. Dès lors, dans l'enquête, Azimani et El Jabri sont considérés comme les deux meurtriers d'Azouz. Pourtant, dans ses déclarations, Hérol Fargier a tout de suite parlé d'autres hommes, d'un groupe de plusieurs personnes sur les lieux du crime. Azimani, je le connaissais, je l'ai vu. Et il y en a d'autres que j'ai vus, mais je ne les ai pas reconnus sur photo. Mais les gendarmes ne suivent pas ces autres pistes, celles des autres hommes présents ce jour-là. Ils décident de s'appuyer sur ces deux noms et le témoignage de Fargier, qui pourtant pose un problème de taille. L'heure du crime ne colle pas. Là, il va expliquer qu'il a été témoin de la scène de crime et il va la situer dans l'après-midi, aux alentours de 4 heures de l'après-midi, à un horaire qui aurait dû immédiatement alerter les enquêteurs sur le peu de fiabilité de ce témoignage, puisque nous savons que la victime, Azouz, mangera ce soir-là avec ses parents à 20 heures. Si Azouz a mangé avec ses parents à 20 heures, c'est donc bien dans la soirée qu'il a été assassiné. Pourtant, le soir, Hérol Fargier n'a rien vu. Mais tout ce que j'ai vu, ça s'est passé dans l'après-midi. Qu'on ne dise pas que ça s'est passé à 8h30 du soir. À 8h30 du soir, je ne vois rien. Mais alors, qu'a vu ce témoin? Malgré les faiblesses des déclarations d'Hérol Fargier, les gendarmes continuent de considérer son témoignage comme un élément clé. Et certains indices dans l'enquête vont rester inexploités, voire même mis de côté. Après 4 mois d'enquête, les gendarmes placent Azimani et El Jabri en garde à vue. Mais face aux enquêteurs, les deux hommes ne reconnaissent que le trafic de cannabis. Et lorsqu'ils vont avoir conscience de l'enjeu, c'est-à-dire lorsqu'ils comprennent qu'on leur reproche un meurtre, ce qui est beaucoup plus grave que le trafic, ils vont, comme on dit, accoucher facilement, ils vont faire des aveux circonstanciés sur le trafic, parce qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'en avouant le trafic, en s'expliquant, en donnant tous les éléments, ils vont pouvoir se dédouaner facilement de ce meurtre qui leur fait peur. Car pour le meurtre, ils nient l'un et l'autre avoir tué Azouz Djilal. Au bout de 4 jours de garde à vue, Azimani et El Jabri n'avouent toujours pas. Je hurle que je n'ai rien à voir là-dedans. Je parle avec mes tripes. Je râle, je crie, mais rien à faire. On me disait, bah alors dis-nous, il faut que tu nous dises seulement comment tu l'as tué, qui c'est qui a commencé, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est El Jabri, tu lui faisais comme ça, est-ce que tu le titillais comme ça? Mais non, je vous dis qu'on n'a rien à voir dans cette affaire de meurtre. D'ailleurs, El Jabri a un alibi. Pendant l'heure présumée du crime, il est ce soir-là dans une cabine téléphonique. Moi, ce soir-là, je suis au téléphone, sans savoir ce qui se passe. Moi, tout comme je suis au téléphone, j'effectue 3 appels, et donc les 2 premiers qui durent très peu de temps, mais le 3e, c'est avant, pendant et après le meurtre. Mais les enquêteurs ne jugent pas ces appels recevables, car ils proviennent d'une cabine et selon eux, n'importe qui a pu les passer. Pourtant, d'autres éléments confirment cet alibi. Car sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont retrouvé ni l'ADN d'El Jabri, ni celui d'Azimani. Mais le rapport d'expertise va finalement conclure que l'absence de leur ADN ne prouve pas pour autant, de manière formelle, qu'ils n'étaient pas là. Et même si d'autres ADN sont relevés sur la scène de crime, ces autres personnes ne sont pas identifiées. Des profils ADN inconnus
sont identifiés. C'est-à-dire qu'on sait que ce ne sont pas El Jabri, ni Azimani, que l'ADN n'est pas celui de la victime. Donc il y a une présence sur la scène de crime d'un ADN inconnu. Dès lors, des auteurs n'ont pas été identifiés ou des complices n'ont pas été identifiés. Pourtant, dès le premier jour de l'enquête, la femme d'Azouz cite des noms, notamment un certain Bouziane, envers qui Azouz avait des dettes. Mais aucune recherche n'est faite le concernant. Et Azimani et El Jabri restent les deux principaux suspects. C'est pas la manifestation de la vérité qu'on recherche dans ce dossier en 1997. Ce qu'on recherche, c'est arrêter deux trafiquants de drogue et tout leur mettre sur le dos. C'est comme ça que se construit l'erreur judiciaire dans ce dossier. Au terme de l'enquête, seuls Azimani et El Jabri sont écroués pour trafic de stupéfiants, mais aussi pour le meurtre d'Azouz Djilal. En mai 2003, 6 ans après le meurtre d'Azouz, Azimani et El Jabri se présentent devant la cour d'assises de Montpellier. Ils viennent de terminer leur peine. Ils sont libres et persuadés que la justice va démontrer leur innocence. Alors ils sont là, et ils n'ont pas cherché à fuir dans leur pays d'origine, au Maroc, dont ils ont encore la nationalité. Ils se présentent délibérément au tribunal. Ils risquent pourtant 20 ans de prison. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez tué personne, donc je ne vois pas pourquoi vous allez partir. Sinon, ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher. La première partie du procès se consacre à la personnalité des deux accusés, lorsque l'on en vient au meurtre. Les deux hommes détaillent à nouveau leur journée du 21 décembre 1997. Oui, ils ont bien vu Azouz ce jour-là, mais pour le meurtre, ce n'est pas eux. Pour la partie civile, leur version ne tient pas. Qui nous raconte une histoire qui serait en gros, oh ben oui, on était présents sur les lieux du crime à peu près au moment du crime, mais en fait, la victime aurait fait 2 mauvaises rencontres le jour même au même endroit. Ouais. La partie civile n'est pas convaincue, loin de là. Elle est persuadée que les deux trafiquants sont coupables. Pourtant, le pilier sur lequel repose l'accusation ne va pas tarder à vaciller. Le vendredi matin, le témoin clé, Errol Fargier, arrive à la barre. Il affirme avoir assisté au meurtre à 16h30. Mais l'autopsie est formelle, la victime est décédée à 20h30. Un témoignage d'une telle incohérence qu'il provoque une scène rarissime dans une cour d'assises, la colère de l'avocat général. Il est aussi rouge de colère que Fargier est rouge d'ivrognerie. Et là, il y a une passe d'armes entre les deux, où à un moment, l'avocat général lui dit « Si vous continuez, je vous poursuis pour faux témoignage. Vous êtes un menteur. » Vous imaginez un avocat général, du haut de son estrade, avec sa robe rouge, son hermine, avec beaucoup de solennité, regarder un témoin qui est à quelques mètres plus bas et lui dire « Vous êtes un menteur. » C'est terrible en cour d'assises. Enfin, en tout cas, pour nous, on pense que c'est gagné. Cette colère lui fait perdre ses moyens. Déstabilisé, le témoin balbutie, confond le jour et la nuit. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je vais au tribunal, je ne viens pas pour me faire insulter. Je suis là pour témoigner d'une chose, pour dire la vérité. Mais malgré ses hésitations, Errol Fargier maintient tout de même ses accusations sur Azimani et El Jabri. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est de plus en plus pesante. C'est un dossier très discuté. Les débats ont été complexes. Il y a des moments où on doute, et tout le monde a douté. Et puis des moments où on finit par se dire, non mais raisonnablement, ils y sont sur ces lieux du crime. Azimani et El Jabri sont des trafiquants. Certains éléments posent question, bien sûr, mais ils étaient avec la victime le soir du meurtre. Et ces raisons-là suffisent à convaincre les jurés de leur culpabilité. Azimani et El Jabri sont condamnés à 20 ans. Je croyais pas, quoi. Je croyais pas. Je voyais que tout le monde hurlait. J'ai vu ma mère, sur son visage, j'ai vu qu'elle avait vieilli de 20 ans à ce moment-là. C'est un climat dans la salle quasiment insurrectionnel, où la famille de la partie civile et la famille des accusés
se jettent les fauteuils. Les magistrats sortent par la porte de service. Les issues sont verrouillées. Des patrouilles de police sont même appelées en renfort. On est au milieu de cette échauffourée, on ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, la seule image que je garde, mais elle est terrible, c'est, je crois, la sœur, une des sœurs de la victime, qui s'empare de l'album photographique de la découverte du corps et qui va jeter cet album dans la salle. Cet album s'arrache et là, on voit les photos de la victime ensanglantée qui sont par terre et qui sont piétinées par la foule. C'est une image de désolation. Azimani et El Jabri, eux, partent en prison pour le meurtre d'Azouz Djilal. Je ne vais pas vous dire qu'à la fin des assises, j'ai dans la tête qu'on a condamné des innocents. Ça serait faux. C'est pas vrai. Mais on se dit qu'il y a un problème. Un an plus tard, le procès en appel s'ouvre à Perpignan, à huis clos. Le dossier n'a pas beaucoup évolué et Rolf Fargier, le témoin clé, est de nouveau appelé à comparaître. Il confond tout. Et là, il aura cette formule terrible, il dira, mais Azimani et El Jabri, ils étaient là, mais ils n'avaient pas les couteaux, ils étaient à côté, ils n'ont rien fait. Il ira même dire à la cour d'assises, ces deux-là, ils sont innocents. L'intervention de Fargier jette un froid sur l'accusation. Après une semaine de débat, jusqu'à pas d'heure, hein, la présidente ne ménageait pas ses efforts, on a fini par se dire, ils ne sont peut-être pas les auteurs principaux, mais ils sont complices de cet assassinat. Et la Cour rend un verdict surprenant. Le chef d'inculpation est modifié. Azimani et El Jabri ne sont plus les meurtriers, mais seulement les complices du meurtre d'Azouz Djilal. La peine, elle, reste la même, 20 ans. Alors on n'est plus coupables, on n'est plus les criminels, mais on est les complices. Les complices de quoi? Et comment? Pour moi, complicité et meurtre, ça veut dire la même chose. 20 ans, c'est 20 ans. Même si on me dit complicité, monsieur, complicité, on vous met que 5 ans. Non, je ne suis pas complice. Je veux pas, je refuse. Moi, la condamnation totale, totalement. J'en veux pas de condamnation. Je suis innocent de la tête aux pieds, quoi. Commence alors pour les deux hommes un long combat pour l'innocence. Depuis leur cellule, Azimani et El Jabri ont décidé de se battre. Même si pour la justice, leur dossier est clos, définitivement classé. Ils n'acceptent pas de payer pour un crime qu'ils nient avoir commis. Azimani et El Jabri vont tout tenter pour prouver leur innocence. J'ai jamais lâché cette affaire. J'ai toujours cherché, je faisais mon enquête et ceux qui relayaient, c'était la famille Azimani. Le peu qu'on survivait, on le dépensait à la recherche de ce que pouvait être un nouvel indice. Car chacun de leurs centimes, Azimani et El Jabri les dépensent dans cette quête de vérité. La famille El Jabri engage même un détective privé pour tenter de relancer l'enquête. Ils écrivent aussi au président de la République, au garde des Sceaux, sans succès. Ce sont finalement les confidences d'un homme qui vont leur laisser imaginer une issue à leur calvaire. En 2007, un détenu se vante d'avoir participé au crime. Ce détenu, c'est un certain Jean-Claude Sanchez. Un homme qui se vante de connaître pas mal de choses sur ce crime et notamment des détails qu'il n'aurait pas pu connaître si il n'avait pas eu au moins accès au dossier avec un accès très précis au dossier. Et même des éléments qui ne figurent pas dans le dossier pénal que nous détenons. Des éléments que seul quelqu'un ayant été présent sur la scène de crime pourrait connaître. Tout laisse donc à croire que Sanchez était effectivement là le soir du meurtre, et cet homme affirme qu'Azimani et El Jabri sont innocents. Face à ces curieux rebondissements, à ce moment-là, même l'avocat général qui est en charge du dossier est pris de doute. Il s'associe alors à Azimani et El Jabri pour demander une requête en révision.
Tant mieux pour eux s'ils apportent des éléments permettant de penser qu'on s'est trompé. Il est trop tôt, évidemment, pour le dire de manière absolue. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans la présomption de culpabilité, dans la présomption d'innocence aussitôt. Ils ont quand même été condamnés 2 fois. Mais disons que ça mérite examen. Mais devant les enquêteurs, une fois sorti de sa cellule, le détenu Sanchez se rétracte. Il nie les faits et refuse d'innocenter Azimani et El Jabri. La demande de requête en révision des 2 hommes est alors refusée. C'est un premier espoir qui s'écroule, pour quelque temps, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne faire basculer l'affaire. Nous sommes en 2008, 4 ans après la condamnation d'Azimani et El Jabri, et Errol Fargier, le témoin clé du procès, décide alors de revenir sur son témoignage, mais plus personne ne semble vouloir l'écouter. Le témoin, il s'est tourné vers le procureur, il s'est tourné vers la gendarmerie, il s'est tourné vers tout le monde. Personne n'a voulu l'entendre. Puisque l'institution judiciaire ne répond pas présente, c'est le détective privé engagé par la famille qui part recueillir le nouveau témoignage de Fargier. Il souhaite disculper El Jabri. Il va accuser un autre homme. Il va me donner la description. Il va dire « je me suis trompé, j'ai des regrets, je souhaite qu'il sorte de prison et qu'on mette l'autre à sa place ». L'homme qu'Errol Fargier accuse 10 ans après les faits, c'est un certain Kader. Il l'a croisé dans un bar de Lunel et lors de cette rencontre, la mémoire lui serait revenue. Tout m'est ressorti à ce moment-là, 10 ans après. Alors vous comprenez que moi, ça m'a un petit peu interpellé. Et je suis allé voir un avocat, et j'ai remis l'affaire, j'ai écrit au procureur, j'ai écrit tout ce qu'il fallait pour que les choses soient remises en place. Ce fameux Kader, désigné par Errol Fargier comme le nouveau coupable, le détective va le retrouver. Mais ce monsieur a un alibi solide. Le soir du meurtre, il était en prison. La énième version de Fargier discrédite encore un peu plus son témoignage. Il n'est plus du tout crédible à l'époque. C'est un élément nouveau, et c'est un élément nouveau susceptible de faire naître l'existence d'un doute quant à leur culpabilité. Et la commission de révision qui est saisie le sait, mais ils ne vont pas en tenir compte. Car malgré cet incroyable coup de théâtre, un procès en révision est une 2e fois refusé à Azimani et El Jabri, malgré la fragilité de plus en plus évidente de l'accusation. Mais la commission de révision demande tout de même un complément d'information, et c'est cette nouvelle enquête qui va tout changer. Une nouvelle enquête est donc ouverte 4 ans après la condamnation d'Azimani et El Jabri. Et les éléments de l'époque vont être analysés à nouveau. La commission va imposer au procureur de la République de Montpellier de réouvrir une enquête pour l'identification des auteurs principaux de ce meurtre. Et dans ses préconisations, va dire au procureur, comparer avec les ADN relevés sur la scène du crime et le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Car désormais, les enquêteurs détiennent un fichier avec lequel ils peuvent comparer les ADN. Un fichier qui n'existait pas en 1997 au moment du meurtre d'Azouz Djilal. Mais pour l'utiliser, faut-il encore avoir conservé les ADN relevés sur la scène de crime? Et là, c'est un premier miracle, car les scellés contenant les ADN de l'affaire Djilal sont sur le point d'être détruits. C'est la greffière du tribunal qui, juste avant de les faire disparaître, prévient l'avocat d'Azimani et El Jabri. Et là, je lui explique qu'il ne faut surtout pas détruire, et je fais tout de suite les courriers qu'il faut auprès de l'autorité judiciaire pour préserver ces scellés. On a évité le pire. Les scellés sont donc toujours là. Et en septembre 2010, 13 ans après les faits, un échantillon d'ADN prélevé sur la chaussette de la victime va parler. C'est celui d'un certain Michel Boulma. Il vit à quelques kilomètres de Lunel et son ADN vient d'être enregistré dans le cadre d'une affaire de vol dans la région. Michel Boulma est placé en garde à vue. L'homme va passer aux aveux, il va dire oui, cet ADN est découvert sur la scène de crime car j'en suis l'auteur avec un de mes amis à l'époque et c'est lui qui va dénoncer son complice. Car le soir du crime, Michel Boulma raconte qu'il n'était pas seul. Il met en cause un certain Bouziane. Bouziane El Ali.
celui dont le prénom avait été évoqué en 1998, dans les premiers jours de l'enquête. En effet, en 1998, dès les tout premiers jours de l'enquête, la veuve d'Azouz Djilal avait donné le nom d'un certain Bouziane, un homme envers qui son mari avait une dette d'argent. Mais les enquêteurs n'avaient pas suivi cette piste, celle qui aurait pu mener au meurtrier présumé. Azimani et El Jabri seraient donc innocents. Bouziane, El Haïli et Michel Boulma, coupables. Mais qui a porté les coups de couteau mortels? Bouziane et Boulma se renvoient la responsabilité du crime. Ils se renvoient la balle, mais ils reconnaissent tous les deux être présents. Ils expliquent qu'ils avaient commandé du hashish à Djilal. Ce dernier est allé voir ses fournisseurs. Il est revenu avec la quantité demandée. Et lors de la livraison, les choses ont mal tourné. 108 coups de couteau, un mort, 2 meurtriers qui reconnaissent les faits. Voilà, c'est effectivement pour nous miraculeux. Après presque 15 ans de combat judiciaire, Azimani et El Jabri sont disculpés. Mais pour la famille Azimani, cette bonne nouvelle a un goût amer. Car l'un des meurtriers présumés, le fameux Bouziane, qui ne s'était jamais dénoncé et a laissé Azimani croupir en prison, est un de leurs proches. Et parfois, ils gardaient même leurs enfants. Surtout ma femme qui le connaissait, mes sœurs, elles étaient effondrées, même jusqu'à maintenant, je veux dire. Elles sont électrocutées avec ça, quoi. Avec ça. Mais oui, ça fait pas plaisir. Hein. On arrête les coupables qui se sont tués pendant 14 ans en gardant vos enfants et qui vous passez le bonjour. Déjà, ma sœur passe le bonjour à Kader et dis-lui qu'il soit fort. Même si cet épisode ajoute à leur douleur, Azimani puis El Jabri ont tous les deux retrouvé la liberté. Ils attendent désormais d'être réhabilités, lavés de tout soupçon. Tant qu'on ne m'enlève pas cette condamnation officiellement, je ne me sentirai pas libre. Les parties civiles, elles, tiennent à rappeler qu'il faudra tout de même attendre un nouveau jugement pour innocenter définitivement Azimani et El Jabri. Ça y est, ça fait 2 ou 3 ans que on dit Azimani et El Jabri sont des innocents. Je sais pas, moi, les deux d'aujourd'hui n'ont pas encore été jugés. Enfin, je sais pas, de grâce, quoi. Attendons au moins qu'ils le soient, quoi. On verra si à l'issue, ils disculpent les autres ou pas. C'est désormais le seul et unique objectif des deux hommes, que la justice reconnaisse leur innocence. Il leur faudra pour ça attendre l'issue du procès de Michel Boulma et de Bouziane El Haïli, qui aura lieu en 2013.